Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne journée ou une bonne soirée selon l'endroit où tu te trouves. Je suis tellement ravi de te retrouver dans cette émission podcast. Je ne sais pas trop si tu es un habitué, une habituée ou si tu es une personne nouvelle dans cette émission. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je m'appelle Eden Betoglo. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est qu'en fait, tu peux t'abonner à une des plateformes, donc YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcast ou Google Podcast ou encore d'autres plateformes qui hébergent ce podcast. Donc, fais-toi plaisir, choisis la plateforme qui te convient le mieux. Tu peux aussi décider de t'abonner tout simplement par mail. Donc, tu recevras justement les informations de chaque épisode par mail ou via WhatsApp. Donc, il y a un lien dans la description qui te permet d'aller vers là. Donc, fais-toi plaisir. Alors, rapidement, cet épisode va parler du coût de la vie au Togo, d'accord? On va parler des facteurs qu'il faut prendre en compte concrètement lorsqu'on analyse le coût de la vie au Togo. On s'est aussi posé la question à savoir si le SMIC est le seul élément qui explique le coût de la vie au Togo. Donc, l'augmentation du prix des produits de première nécessité. On a aussi parlé du salaire moyen et du salaire minimum, donc c'est pas forcément la même chose. On a aussi parlé de l'opportunité d'augmenter les salaires au Togo ou pas. Donc c'est une question qui est centrale quelque part quand même dans cette émission podcast ou dans cet épisode en particulier. On a aussi parlé de l'assurance maladie universelle, de la protection des employés dans le secteur privé. On a aussi parlé, bien évidemment, de l'augmentation du prix des loyers au Togo, donc de l'immobilier. Donc, on a fait le tour de tout ça, bien entendu, avec en toile de fond quand même les actions du gouvernement dans ce sens pour répondre ou pour contenir cette crise. Donc, merci beaucoup à ces trois acteurs qui ont joué le jeu, qui ont accepté vraiment participer à cette émission podcast. Je vais revenir sur un certain nombre de questions dans la conclusion, d'accord? Et bien évidemment, je vais revenir sur des questions essentielles. Notre premier invité, justement, c'est le professeur Akoda Ayoadan, qui est ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Deuxième invité, c'est Folie Ananou, qui est économiste. Et la troisième personne, c'est Madame Mat Fari, qui est activiste sociale. Donc, j'espère vivement en fait que les échanges vont te faire plaisir. Tu vas pouvoir apprendre un certain nombre de choses et bien entendu, j'espère que ça va éclairer ta lanterne. C'est vraiment le but du jeu. J'en profite aussi pour te dire que avant que tu ne puisses vraiment écouter cet échange dans les minutes qui vont suivre, il y aura d'abord 2 extraits juste pour te mettre un peu dans le mood parce que c'est important. Et puis après, tu pourras écouter l'échange sans aucun souci. Et bien évidemment, reste jusqu'à la fin parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je vais pouvoir revenir. J'en profite pour t'informer que tu peux aussi laisser des commentaires si tu as des questions à poser, etc. Ou si tu as des sujets connexes par rapport à cette thématique, je pourrais revenir là-dessus dans d'autres épisodes avec d'autres acteurs. Ce serait avec plaisir. Tu es très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir de Deg Betoglo. À tantôt. Je pense qu'il y a pas de lien direct en faire entre le SMIC et le coût de la vie. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, le coût de la vie, c'est quelque chose qui dépend de pas mal de conditions, c'est quelque chose qui est très fluctuant. C'est-à-dire que si vous prenez la situation actuelle du Togo, d'abord, c'est pas propre au Togo. Donc, c'est pas propre au Togo, c'est une conjoncture qui est la même partout. Parce que les gens peuvent penser que faire évoluer le SMIC va permettre d'augmenter les salaires. Pas forcément. Ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que si vous augmentez le SMIC et qu'une entreprise n'est pas capable de payer ce montant-là, les gens iront au chômage. Or, dans des pays comme le Togo, où il n'y a pas systématiquement une couverture sociale quand on se retrouve en situation de chômage, ça crée plus de distorsion à l'économie qu'autre chose.
salaire n'est pas forcément bon, même dans le privé, mais et quand le salaire n'est pas bon, quand l'employé n'est pas épanoui et que le salaire justement constitue une épée de Damoclès sur la tête des employés dans le privé, c'est normal qu'un peu, ils ne puissent pas avoir d'épanouissement, mais qu'à côté, il y ait une certaine précarité de la vie. Et donc, voilà, moi, ce que je suggérerais aux professeurs, c'est de vraiment régulariser le secteur privé, de jeter un coup d'œil dans ce que fait le secteur privé. Je sais que ce n'est pas tout de suite dit comme ça, c'est idéaliste, mais de vraiment jeter un coup d'œil dans ce que fait le secteur privé et peut-être de renforcer les dispositifs qui protègent les employés. Relativement au secteur privé, le secteur privé est un acteur majeur de notre économie et l'État conserve, je le disais, une relation forte avec le secteur privé. Mais ne perdons pas de vue un élément. Nous parlons ici de la relation entre l'État et le secteur privé, mais en fait, il nous faut établir un triangle, donc une relation tripartite. Il y a l'État, il y a le secteur privé, il y a les employés dans cette discussion. Et les employés ont des leviers pour ouvrir la discussion avec le secteur privé. L'État vient évidemment en appui parce que c'est l'État qui assure la réglementation et l'État veille à ce que la paix sociale soit garantie. Donc, le challenge pour nous, c'est de faire en sorte que nous allions vers une véritable inclusion sociale. Et ça passe évidemment par des citoyens qui sont heureux d'aller à leur boulot et qui se sentent en sécurité dans leur boulot. C'est très important. La culture vers laquelle nous devons aller, c'est pas la culture de la richesse comptable. Il me semble que la première richesse, c'est la ressource humaine. Et si nous arrivons à aller vers cette culture, je crois que nous pourrions dénouer les différents goulots d'étranglement dont nous avons parlé plus loin, notamment les salaires qui sont bas ou les difficultés d'accès à certaines commodités ou à certains services. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller vers un sujet assez particulier, mais c'est un épisode assez spécial parce que c'est la première fois que je reçois plusieurs personnes à la fois dans cette émission podcast. Donc, la première personne que je vais présenter, il est le ministre de la Communication et des Médias, il est porte-parole du gouvernement. Il s'agit bien entendu du professeur Akoda Ayewadan. La seconde personne, elle est économiste. Je parle très bien de M. Fodi Ananou. Et enfin, la troisième personne, elle est activiste. Je parle très bien de Madame Marthe Faré. Alors aujourd'hui, on va parler du coût de la vie au Togo. Ça fait un sujet assez général, assez vaste en plus. On ne va pas avoir la prétention d'aborder tous les aspects de ce sujet aujourd'hui, mais l'idée derrière, c'est de pouvoir non seulement en parler d'une manière libre, mais surtout de permettre aussi à tous les acteurs qui sont autour de cette table de nous partager leur avis, leur position, également les recommandations qui pourraient améliorer la vie au Togo. J'ai fait l'exercice de lancer un sondage en ligne que beaucoup d'entre vous ont rempli et je vais en parler d'une manière assez brève aussi dans le déroulement de cet épisode. Alors, je pense qu'on va y aller d'une manière assez simple. Déjà, on va aller vers M. Fodi Ananou, qui est économiste, et on voudrait avoir une petite précision avant de se lancer vraiment dans ce débat. Quelle est la différence entre le salaire moyen et le salaire minimum, cher Fodi? Alors, merci déjà Edel pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir les idées sur des choses qui nous tiennent à cœur. Et donc, je suis très content de pouvoir participer à cette émission. Alors, sur la différence entre le salaire moyen et le salaire minimum.
supposons que on va prendre le cas d'une classe d'élèves donc qui fait un examen de maths. Les élèves ont des notes différentes. Donc, il y aura quelqu'un qui aura la plus petite note, donc ça va être le salaire minimum. Et puis, le professeur peut se permettre de calculer sur l'ensemble des étudiants. Donc, il fait tout simplement la somme des notes de tous les étudiants et de diviser par le nombre total des étudiants. Et donc là, il a une note moyenne. Donc, dans un pays, à l'échelle d'un pays, le salaire moyen, ça va être le salaire minimum, ça va être le salaire le plus petit qu'on donne. Et le salaire moyen, ça va être le salaire que perçoit un individu moyen. Donc, le salaire que tout le monde reçoit divisé par la population totale. Maintenant, ça, c'est un peu un aspect un peu descriptif pour planter le débat. Ce qui se passe en réalité, c'est que dans un pays, l'État va chercher à contrôler la question du salaire minimum. Parce qu'on sait qu'il y a toutes les politiques de lutte contre la pauvreté, contre les inégalités. Donc, on essaie de garantir un salaire minimum à tout le monde. Alors, tous les pays n'ont pas forcément cette politique, mais ça peut arriver à travers les associations d'ouvriers, ainsi de suite. Donc, le salaire minimum, c'est à peu près on va dire que dans le cadre d'un pays, c'est le salaire qu'on garantit à toute personne qui décide de travailler. Maintenant, ce salaire minimum peut varier selon le type de travail, ainsi de suite, le niveau du poste, la difficulté du poste, ainsi de suite. Et donc, ça va donner lieu à des négociations intrasectorielles, ainsi de suite. Par contre, le salaire moyen, c'est juste un indicateur qui permet à toute personne qui veut savoir si dans un pays, les gens sont bien payés ou pas. Ce salaire moyen peut cacher beaucoup de choses. Parce qu'il suffit qu'on se retrouve dans un pays où il y a peu de travailleurs qui perçoivent beaucoup, et donc le salaire moyen sera tout de suite très élevé. De la même façon, on peut se retrouver dans un pays où beaucoup de gens travaillent, mais ont des salaires plus ou moins faibles, et dans ce cas, on va tout de suite dire que dans ce pays, on ne paie pas beaucoup. Donc, c'est juste des indicateurs qui nous permettent d'apprécier le marché du travail d'un pays. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Folie, pour cette précision. On reviendra vers toi pour que tu ailles plus en détail, hein, pour que tu puisses nous faire le lien entre le coût de la vie et le SMIC. Je vais aller vers Marthe. Justement, lorsqu'on parle du coût de la vie au Togo, avec les récentes informations, on a comme l'impression que ça devient de plus en plus cher et que les Togolais ont un peu de la peine à s'en sortir. J'aimerais savoir si tu peux nous partager ton point de vue là-dessus, surtout sur le plan social, parlant peut-être du secteur formel et informel. Je me dis qu'il y a quand même des différences sur le plan du ressenti économique, en fait. Merci, Edem. Mais l'activiste va beaucoup parler parce que, quoi qu'on dise, même en termes de secteur informel et formel, je suis dans le secteur formel, mais je côtoie des gens du secteur informel. Mais de manière générale, la question du coût de la vie au Togo devient un peu de plus en plus criard. Illustration, j'ai entendu ma mère dire, ça m'a amusé, elle dit ça à chaque fois qu'il y a une augmentation de coûts, qu'il y a des mal à guerre. Il me plaît plutôt 500 bon. Traduction, quand il y a des mal vivait, on n'a jamais acheté un bol de maïs de plus de 500. Je sais que c'est sa manière à elle de dire que le maïs est trop cher, et de manière caricaturale, c'est un peu comme ça l'approche de tout le monde, un peu à la cherté de la vie. De plus en plus, les coûts ont changé sur le marché, les produits de première nécessité ont flambé, et les produits de première nécessité, c'est-à-dire le sucre, le riz, le maïs et
ça s'est répercuté un peu sur le panier de la ménagère. Évidemment, c'est la pauvre ménagère qui ressent justement cette l'inflation pour la cherté de la vie du couple. Et rapporté justement au ménage, oui, la vie semble de plus en plus chère. Maintenant, quand on revient à la question du secteur formel ou du secteur informel, je pense que c'est d'autres questions qu'on pose. La vie semble de manière générale, le constat est là, la vie est chère, d'accord. Mais la vie est chère pour qui? C'est l'autre aspect de la question. La vie est chère pour la ménagère la ménagère lambda. La vie est chère pour le Togolais moyen. Si d'aventure il y a une classe moyenne, la vie est chère pour le riche, mais qui est le riche togolais? Et la vie est-il chère pour le pauvre, qui est le pauvre togolais? C'est une question de catégorisation dans laquelle, de manière informelle, se retrouvent justement et le secteur formel et le secteur informel. Mais beaucoup, on s'entend à dire que justement, la vie est chère, ce n'est pas que sur le panier de la ménagère, mais c'est également sur les taxes que collecte le gouvernement. L'État met en place de nouvelles taxes. Il faut bien qu'il finance les politiques publiques, mais il met en place de nouvelles taxes. Mais derrière, on met en place de nouvelles taxes supportées par quel salaire dans le formel. Sachant que beaucoup travaillent dans le secteur formel, ou du moins dans la fonction publique, la grille indiciaire publique, elle est connue de tous. Et donc, on se dit, la vie est chère pour qui? La vie est chère, justement, pour monsieur et madame tous les jours. Et l'autre côté où on voit encore la cherté de la vie, c'est l'immobilier. Je me suis amusée à entrer dans un groupe d'immobilier aujourd'hui à Lomé pour avoir ne serait-ce que 2 pièces salon avec toutes les commodités et ne serait-ce que de manière basique un garage. Il faut sortir pas moins de 150 000. Déjà sur quel salaire? Et reporter au SMIC, quelle est la réaction? Et ce n'est pas fini sur la question de l'immobilier. Derrière, il y a la question des comment on appelle, des cautions et des avances. L'État a essayé de réglementer, sauf que l'État ne fait pas le gendarme derrière tout le monde. Je ne suis même pas sûr qu'un seul bailleur applique. Donc, c'est tous ces éléments mis bout à bout ensemble qui tendent à confronter justement cette idée de vie est chère. Et justement, la question, pour me résumer comme ça, c'est oui, la vie est chère. Mais la vie est chère pour qui? Parce qu'on a l'impression que pour une certaine classe de personnes, la vie n'est pas chère. Ça continue de vivre tranquillement et tout sans problème. Mais en même temps, pour la ménagère quotidienne qui tire le diable par la queue, ce n'est pas forcément et réellement évident. Et pour le salarié togolais, on fait face à des charges qui aujourd'hui pour la plupart dépassent le salaire, même rien que de manière basique quand on prend la question de l'immobilier ou du moins d'un bail locatif et des produits de première nécessité. Donc je crois que c'est ce que je peux en dire en fait avec un aperçu brossé de manière générale. Merci beaucoup, Marthe. Moi, je retiens de belles choses, mais on va revenir là-dessus probablement. J'aimerais qu'on puisse laisser aussi l'opportunité à notre troisième invité de nous en dire plus sur les accompagnements, en gros, ou peut-être les décisions du gouvernement par rapport à tout ce que vous venez de nous partager. On va laisser le ministre Ayoada nous en dire plus par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Betoglo, pour l'opportunité que vous offrez. Je voudrais dire bonjour à Madame Faré, Marthe, à Monsieur Foli-Ananou également. Et relativement à la flambée des prix que l'on a observé dans notre pays ces derniers mois, moi, il me semble qu'il ne faut pas décontextualiser. Il est très important de rappeler le contexte parce que celui-ci explique en partie la situation que l'on a connue. Que l'on est, par exemple, sur le marché d'Anié, au mois de juin, le bol du maïs à 600, à 650, 700, effectivement, c'est du jamais vu
étant de la localité, je sais à peu près à combien le bol du maïs se vend dans ces localités-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas décontextualiser parce qu'il y a un certain nombre de raisons qui peuvent expliquer cette hausse subite des prix, des raisons qui sont locales, des raisons qui sont régionales et même des raisons qui sont mondiales. Si vous regardez attentivement, qu'on prend le Togo dans ces derniers mois, nous avons connu une période, notamment une période de récolte qui a été fortement perturbée par les intempéries. On a eu une situation climatique qui n'était pas celle que nous connaissions dans les mêmes périodes. Conséquence, il y a des inondations qui ont abîmé les champs et les stocks de céréales n'ont pas pu se faire. Maintenant, les stocks dont nous disposons et puis les stocks dont disposaient les vendeurs et les vendeuses, mais ces stocks ont connu mécaniquement une hausse des prix. Au plan régional et au plan mondial, il ne faut pas oublier que nous vivons depuis l'année dernière une situation de pandémie qui freine la circulation des denrées aussi, ce qui entraîne là aussi une hausse des prix. Et l'incertitude impose aux uns et aux autres de maintenir des prix élevés parce l'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, face à tout cela, évidemment, le gouvernement n'a pas été inactif. Le gouvernement a proposé un certain nombre de mesures qui avaient pour objet de freiner cette hausse-là et de soulager nos concitoyens. Alors, pour ce qui est du frein que l'on a pu faire, et ces mesures-là ont commencé à se mettre en place depuis l'année dernière et plus encore cette année. On a vu par exemple le plafonnement du prix du riz, le plafonnement du sucre, de l'huile végétale, de la farine de blé, l'interdiction de l'exportation des produits de première nécessité et le stock de soutien de l'ANSAT qui a été mis sur le marché pour essayer de juguler cette situation qui était un peu tendue. Donc, le gouvernement a proposé un certain nombre de mesures comme celle-là. Et puis en août, on a eu la prise en charge par l'État de la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité. Et de façon plus générale, les agriculteurs, pour anticiper la saison dans laquelle nous rentrons, les agriculteurs ont eu accès à des stocks d'engrais pour pouvoir lancer la campagne. Donc, au total, il y a une prise, il y a un engagement fort de l'État sur cette crise-là. Le constat qui a été fait est un constat qui est avéré, mais le gouvernement n'est pas resté inactif face à cette situation-là. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour juguler la crise. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Moi, j'ai juste une petite question pour rebondir en fait à tout ce que vous venez de partager. Juste pour savoir s'il est prévu une enquête sur le terrain pour voir ensuite comment en fait, pour mesurer l'impact de cette décision sur la vie des Togolais, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu à long terme pour au moins être sûr que les décisions que le gouvernement prend ont un impact vraiment positif, ou est-ce qu'il y a des correctifs à apporter au fur et à mesure que la décision s'applique? Alors, pour ce qui est des décisions du gouvernement, oui, nous avons une équipe qui fait un monitoring, ce qui permet au gouvernement d'adapter sa riposte, on va dire, et d'adresser sa riposte pour les couches les plus vulnérables. Et l'une des mesures récentes concernant la gratuité dans le secondaire est tirée d'un travail de terrain qui a été effectué et qui a permis de déterminer que le fait pour certains parents de mettre leurs enfants à l'école, notamment au secondaire, était des sources de dépenses très importantes. Donc,
à partir de là, le gouvernement a tout simplement procédé à une analyse très simple. Si aujourd'hui, il y a un effort budgétaire qui est fait pour compenser cela, est-ce que l'on résout des difficultés du quotidien? Et la réponse est clairement oui, on résout des problèmes du quotidien. Donc, la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour les collèges et lycées d'enseignement public sur toute l'étendue du territoire a été actée. Alors, c'est une mesure qui est prise en charge par l'État et qui coûte quand même 2,2 milliards de francs CFA. Donc, il y a un monitoring qui est opéré et qui permet d'adapter la réponse. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette réponse qui me satisfait. Je vais juste rapidement, parlant justement d'enquête sur le terrain, j'ai essayé d'en savoir plus auprès des Togolais, comment est-ce qu'ils ressentent un peu cette cherté de la vie. J'ai eu 100 répondants, donc c'est pas énorme, j'aurais voulu en avoir plus, mais c'est pas grave. Et j'essaie de savoir en fait si le secteur informel se sent vraiment concerné par le sujet. Et bien évidemment, il y a eu plus de participants du secteur formel, plus de 80%. Et j'ai surtout essayé de savoir les Togolais qui sont en couple et les Togolais qui vivent seuls. Est-ce qu'il y a une différence dans la manière dont ils vivent en fait la cherté de la vie? J'essaie de déterminer aussi comment est-ce qu'ils dépensent en fait les Togolais sur le terrain en gros. Et donc côté rémunération, je me suis rendu compte que 80% des Togolais gagnent entre 70 000 francs et 200 000 francs CFA sur les 100 répondants, bien évidemment. Et du coup, j'essaie de faire des petites recherches quand même pour savoir si si je mesure bien. Je me rends compte quand même que le salaire, peut-être que M. Foli Ananou pourra me corriger là-dessus, mais je me suis rendu compte que le salaire moyen, en gros, se situe entre 70 000 et 80 000 francs CFA à Lomé, bon, en tout cas au Togo. Alors, je voudrais justement que M. Foli Ananou nous en dise plus sur comment lui voit le lien entre le SMIC et le coût de la vie au Togo et comment il arrive à faire la différence et en quoi justement le SMIC peut être un facteur pour mesurer un peu le coût de la vie au Togo. Et enfin, est-ce que le SMIC est le seul facteur qui permet vraiment de mesurer ça? Alors, je pense qu'il y a pas de lien direct en faire entre le SMIC et le coût de la vie. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, le coût de la vie, c'est quelque chose qui dépend de pas mal de conditions, c'est quelque chose qui est très fluctuant. C'est-à-dire que si vous prenez la situation actuelle du Togo, d'abord, ce n'est pas propre au Togo. Donc, c'est pas propre au Togo, c'est une conjoncture qui est la même partout. Aujourd'hui, la situation est d'autant plus pressante qu'il n'y a pas forcément un recouvrement au niveau de l'économie, malgré que il y ait en fait une sorte de résorption de la crise du Covid. C'est parce que tout simplement, il y a encore des difficultés à acquérir des vaccins et donc à faire vacciner toute la population. Donc, il y a encore cette épée de Damoclès qui est là. Et donc, l'économie n'est pas forcément encore en phase de... Désolé, hein, je cherche mes mots en français parce que j'ai l'habitude en anglais. Je veux dire que l'économie n'est pas en train de retourner à son état normal. Voilà. Et donc, dans ces situations, les prix vont rester un peu élevés. Par contre, au niveau du salaire, c'est pas systématique parce que le SMIC, d'abord, comme je l'avais dit au début, c'est un outil gouvernemental pour s'assurer que au moins toute personne qui travaille a un niveau de salaire décent. Ça se met souvent à jour, mais ça nécessite en fait qu'il y ait des modifications structurantes au niveau de l'économie. Il faut qu'on produise plus, que les prix aient fortement évolué, que la productivité soit vraiment en hausse, qu'il y ait quasiment le plein emploi pour qu'en fait on puisse revaloriser le SMIC. Maintenant,
il y a un effort à faire au niveau des employeurs pour revaloriser ce montant. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille en fonction de ce qu'il produit, de ce qu'il donne à son entreprise, l'entreprise peut le payer plus que le SMIC. Et c'est ce qui se fait un peu partout. Maintenant, les entreprises qui sont en difficulté, qui n'ont pas vraiment les moyens, eux, voilà, l'État leur donne ce minimum pour qu'ils puissent au moins payer les gens. Ce qui est inquiétant, c'est que le salaire moyen au Togo est de l'ordre de 2 fois le SMIC. C'est ça qui est inquiétant. Ça veut dire quelque part que les entreprises, systématiquement, ne proposent pas des salaires au-dessus du montant du SMIC qui est prévu par la réglementation. Ça veut dire que les entreprises trouvent un coût d'opportunité. Et donc, à ce niveau, il y a peut-être un travail à faire, un travail de sensibilisation pour motiver les entreprises à offrir des salaires beaucoup plus intéressants. Mais encore, je rappelle qu'on est en situation de crise, donc les entreprises, elles aussi, sont en difficulté. Et tout ça pour dire qu'en fait, le SMIC ne permet pas forcément d'avoir une idée du coût de la vie. C'est juste un indicateur qui permet d'apprécier qui permet tout simplement d'apprécier le marché du travail. Il en est de même du salaire moyen. C'est juste des indicateurs qui permettent d'apprécier le marché du travail et puis la rémunération. Maintenant, pour mesurer le coût de la vie, et c'est ce que Madame Faré avait dit tout à l'heure, il faut regarder du côté de l'immobilier, notamment, combien se vend le mètre carré, combien se vend le mètre carré construit. Est-ce que au niveau du panier de la ménagère, on observe une évolution très très rapide des coûts, donc du panier? Est-ce qu'on passe au bout de 1 mois, on passe d'une augmentation de 1 à 2%, des choses comme ça. C'est ça qui nous permet ensuite de dire, ah, la vie est en train d'évoluer, le coût de la vie est en train d'évoluer fortement dans le pays. Et s'il y a une stagnation des salaires, ça veut dire que les salaires ne bougent pas et donc que le pouvoir d'achat est en train de baisser. Et donc, c'est la mesure de ce pouvoir d'achat-là qui va nous permettre de savoir si, en fait, la vie est vraiment chère. Parce que c'est la conjonction des deux facteurs. À la fois l'évolution des salaires, mais aussi l'évolution du panier de la ménagère. Parce que le salaire, en tant que tel, si on le prend, ça ne nous donne aucune information. Mais il faut regarder à côté. Et qu'est-ce qui explique, en fait, ce à côté-là? Sur l'immobilier, qu'est-ce qui fait que l'immobilier bouge? Est-ce que c'est de la spéculation? Ou est-ce que c'est lié à l'exode urbain, donc les gens qui viennent de plus en plus en ville? Est-ce que c'est une croissance de l'offre de biens immobiliers par rapport à une demande de plus en plus forte? Voilà, c'est tout ça qui va permettre d'apprécier effectivement le coût de la vie. Les salaires en tant que tels ne disent rien parce qu'il y a d'autres pays à côté. Quand vous regardez des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, les SMIC ne sont pas non plus très loin de celui du Togo. Pourtant, les salaires moyens sont très élevés. C'est parce que tout simplement, les entreprises essaient de s'aligner plus ou moins sur le niveau de vie moyen, donc l'évolution du prix de location, ainsi de suite. Maintenant, on va savoir si au Togo, il y a cet effort-là aussi qui est fait au niveau des entreprises. Et du coup, en fait, j'en profite pour te demander, selon toi, en tant qu'économiste, comment tu penses que les entreprises devraient penser cet effort-là pour faire en sorte que le salaire puisse suivre aussi la cherté de la vie, comme on dit? Alors, la difficulté dans ça, c'est qu'une entreprise, elle va toujours chercher à baisser ses coûts de production. Donc, ça se fait notamment à travers du dialogue social. Donc, il faut que les entreprises soient favorables à ce dialogue social pour que leurs employés puissent porter ces doléances-là. Je peux prendre le cas de la France actuellement où, du point de vue d'un économiste, on est juste en phase de reprise. Donc, l'économie avait touché le fond et là, on repart. Donc, on parle de taux de croissance de 6, voire 7%.
Et ce taux de croissance qui est en hausse donne pas mal d'idées. Donc, les gens parlent de il faudrait augmenter les salaires, ainsi de suite. Alors que, en tant que tel, il ne faudrait pas parce que l'économie revient juste à son état normal. Et donc, ce taux de croissance, c'est juste un effet de base. Et donc, il faut du dialogue social, que les employés portent ces doléances, que les entreprises aussi expliquent clairement leur situation financière à leurs employés. Et comme ça, tout le monde s'en sort avec un compromis. Parce que les gens peuvent penser que faire évoluer le SMIC va permettre d'augmenter les salaires. Pas forcément. Ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que si vous augmentez le SMIC et qu'une entreprise n'est pas capable de payer ce montant-là, les gens iront au chômage. Or, dans des pays comme le Togo, où il n'y a pas systématiquement une couverture sociale quand on se retrouve en situation de chômage, ça crée plus de distorsion à l'économie qu'autre chose. Donc, le SMIC de 35 000 qui est en vigueur au Togo, ce n'est pas encore une mauvaise chose. Et je pense que sa définition doit être certainement liée au coût d'un appartement, d'une pièce de 9 mètres carrés, du transport pour se rendre dans son lieu de travail, de ce qu'il est possible de s'offrir au minimum pour avoir un repas décent. Et donc, ça doit avoir été défini en tenant compte de pas mal de paramètres sociaux. Maintenant, ça peut évoluer, va savoir. Je ne maîtrise pas forcément tous les paramètres qui ont été utilisés pour le définir, mais je sais que ça a été revalorisé il n'y a pas longtemps. Donc, forcément, il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Est-ce qu'il faut l'augmenter aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais ce qui est essentiel pour que des salaires évoluent à Lomé, c'est des discussions engagées entre les entreprises, leurs employés, et puis l'État peut servir d'arbitre. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Folie, pour ton explication. On va aller vers Marthe. Et avant que je ne lui pose la question, j'aimerais rappeler juste un petit chiffre. Le sondage a révélé que 46% des personnes qui ont répondu au sondage, excusez la tautologie, sont en couple, donc vivent ensemble, partagent le même appartement, le même appartement, disons ça comme ça, et du coup dépensent plus de 90 000 francs CFA par mois. Alors qu'en même temps, le salaire moyen de Griffe se situe entre 70 000 et 80 000 francs CFA. J'aimerais savoir, Marthe, si selon toi, il y a un travail à faire aussi sur la gestion financière au Togo, la gestion financière des Togolais. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur la gestion financière des Togolais? Oui, en termes de sensibilisation. Sur ma gestion financière, sur ma propre gestion financière, oui, mais bon, sur la gestion financière des Togolais, c'est une vaste question parce que parfois, quand tu regardes autour de toi, tu te demandes, est-ce que les Togolais vivent au-dessus de leurs moyens ou ils vivent, je mets entre guillemets, misérablement. Je dis bien entre guillemets. Parce que la question, c'est quoi? La question, c'est quand tu fais les points de salaire et tu vois en fait les charges quotidiennement ou mensuellement dont certaines personnes ont à faire face. Évidemment, c'est une observation empirique sans aucune base scientifique. Tu te demandes à un moment donné si les Togolais vivent. Mais moi, j'ai souvent une lecture de la chose qui est déjà que le Togolais travaille juste pour payer les factures et survivre à côté. Le salaire du Togolais lui permet de payer les factures, les charges que j'appelle incompressibles, et derrière, la marge de charge, ou du moins c'est la marge de plaisir et de loisir, est réduite parce que les salaires couvrent à peine les charges incompressibles. Du coup, quand on prend, comme je le dis, ça peut être sans fondement puisque c'est complètement empirique ce que je dis. Est-ce que quand on prend ça, est-ce que les Togolais ont besoin
de savoir mieux gérer, où les Togolais ont besoin de meilleurs salaires. Quand tu me poses la question à moi, employé, je te dirais que j'ai besoin d'un je te dirais que j'ai besoin d'un meilleur salaire. Parce que oui, tout de suite, pour beaucoup, la question de la cherté de la vie se résoudrait si on a de meilleurs salaires, si les entreprises proposent de meilleurs salaires, si l'État propose de meilleurs salaires. Sauf que il y a un effet pervers derrière. Dès que l'État augmente les salaires de 5 francs, l'information est dans la maison de tout le monde, qui est je sais pas, au marché, ou du moins les produits de première nécessité aussi sont directement augmentés. Donc, tu vois, c'est des causes à effet que je ne peux pas tout de suite attribuer à la mauvaise gestion de son argent, ou du moins à des questions de gestion de finances, mais plutôt à une question pour moi d'insuffisance de ressources. Il faut améliorer les ressources qu'apportent les Togolais chez eux à la maison à la fin du mois pour faire face à des dépenses. L'autre chose, c'est la question des banques. Tout de suite, on se demandera où est le lien, mais le lien est que nous avons des banques qui n'accompagnent pas le développement personnel. Pour faire des crédits, et là, il faut être dans les plus chanceux, c'est-à-dire dans la fonction publique, là, tu as le taux le plus bas du marché quand tu es dans la fonction publique. Quand tu es dans le privé, les taux vont jusqu'à 12-15% de prêts qu'on fait auprès des banques. Et donc, c'est un problème. Tu vois, on veut bien gérer, je suppose que les gens veulent bien gérer, mais quand entre l'entrée qu'il y a au niveau de la famille et qu'il faut se réaliser, déjà il faut manger, payer les charges incompressibles, mais la particularité africaine ou du moins togolaise est, je veux un toit sur la tête. Aujourd'hui, la voiture par exemple qui devient plus une nécessité qu'un luxe, les crédits bancaires à côté contribuent justement encore à appauvrir ou du moins à contribuer à la cherté de la vie parce que on ressent plus la cherté de la vie quand effectivement on doit à sa banque. Quand on s'engage, ne serait-ce qu'à un minimum 40% de son salaire, est-ce que les charges à côté, les 60% qui restent, rentrent dans les charges incompressibles, loyer et autres besoins personnels et émotionnels. Donc pour moi, c'est pas forcément une question de meilleure gestion financière, même si apprendre à mieux gérer ne fera pas du mal aux gens et à moi particulièrement, mais je pense que c'est une question d'ensemble qui, à mon avis, se catégorise plutôt sur l'insuffisance de ressources l'insuffisance de ressources dans le noyau famille que sur des questions de gestion financière, quoi. D'accord, merci beaucoup, Marthe. Je pense que Folie a quelque chose à ajouter par rapport à tout ça. Je voulais simplement dire qu'en fait, il n'y a pas forcément à paniquer parce qu'on doit à sa banque. En fait, c'est un cercle. C'est un cercle vertueux. Je m'explique. En fait, quand une banque finance quelqu'un et que la personne consomme dans l'économie, ça ne fait que contribuer à la croissance, en fait. Donc, c'est pas encore dramatique. J'ai grandi au Togo, donc je sais qu'en fait, on a cette tendance, en tant que Togolais, à ne pas vouloir s'endetter et à vouloir tout réaliser sur l'épargne. Mais ce n'est pas encore très grave de vouloir s'endetter pour réaliser quelque chose. Par contre, et c'est peut-être là où il y a un travail à faire, c'est qu'il y a nécessité aujourd'hui qu'au niveau de l'État, il y ait en fait un mécanisme qui permette d'amener les banques à financer un peu plus les gens à moindre coût. Les gens doivent s'endetter pour que l'économie puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse générer encore plus de croissance. Maintenant, il y a le coût qui freine les gens.
Parce que dans aucun pays du monde, les gens ne réalisent en fait leurs investissements sur leurs propres épargnes. En tout cas, ce qui n'est pas de l'investissement, on va dire, productif. Personne ne le fait avec de l'épargne. Et c'est dommage qu'en fait, qu'au Togo, on puisse épargner pour construire sa maison, on puisse épargner pour s'offrir une voiture, etc. Dans d'autres pays, en tout cas les pays où on génère beaucoup de croissance, où les gens ne sentent pas forcément une pression sur leurs revenus du fait de la cherté de la vie, ces genres de dépenses qui ne sont pas productifs, je dis bien, des dépenses non productives, ne se font pas forcément sur de l'épargne, ça se fait sur du crédit. Parce que dans un contexte... Excuse-moi de t'interrompre. Hein. Il y a une question. Aucune banque togolaise ne fait des crédits immobiliers. Oui, c'est ce que je dis, qu'il y a un travail à faire à ce niveau, en fait. Typiquement, une banque de garantie immobilier ou des projets de financement par l'État, c'est-à-dire que l'État met un fonds en place et les banques peuvent puiser dedans pour financer à des taux préférentiels ou des choses comme ça, ou selon la situation de la personne. Ça peut permettre d'amener les gens à avoir plus de crédit pour financer leurs biens immobiliers, ainsi de suite. Et ça aura tout de suite un impact sur le coût sur leur pouvoir d'achat. Parce que dès l'instant où la personne n'engage pas 40% de son revenu, c'est beaucoup, pour financer un prêt, il peut en fait faire autre chose que de consommer, quoi. Donc, il y a quand même un travail à faire à ce niveau, mais ce n'est pas encore dramatique en fait d'avoir recours en fait à de la dette pour financer certains projets. C'est pas du tout dramatique. Alors, moi j'ai quelque chose en fait à dire par rapport à tout ça. Je sais pas trop, mais je me rends compte que marcher sur du crédit, comme on dit ici, c'est pas toujours évident pour les Togolais finalement, parce que selon ce que je comprends par rapport à ce que Matt partageait, c'est qu'en fait, même si le Togolais se disait, je vais partir sur du crédit pour pouvoir construire une maison, etc., à un moment donné, il va falloir que ce Togolais rembourse. Mais s'il n'a pas un bon salaire, est-ce qu'il pourra vraiment rembourser à temps? Est-ce que le débat n'est pas peut-être à ce niveau aussi? Je crois que c'est ce que j'ai dit autrement et bizarrement peut-être. Je disais que quand le salaire n'est pas bon, le gars déjà s'endette ou pas se surendetter. Je ne sais pas si les banques, on arrive jusqu'au surendettement, mais quand le salaire n'est pas bon et que la personne doit, dans ce salaire justement, gérer les charges incompressibles et se réaliser, il y a de gros problèmes en fait. D'accord. Oui, je vais laisser le ministre réagir. Réagir aussi sur cette question. Je pense que la question du crédit est une question un peu plus large. C'est-à-dire que cela a été dit tout à l'heure, il y a une dimension culturelle qui n'est pas négligeable, mais il y a une dimension économique aussi qui n'est pas négligeable. Marc-Faré le disait, les taux sont très élevés, parfois même dissuasifs. On peut avoir un bon poste et ne pas avoir d'emprunt satisfaisant. Vous pouvez être un salarié à 1 million de francs CFA et puis avoir un prêt qui ne dépasse pas 20 millions sur 8 ans, et sur 8 ans encore après discussion, et avoir un taux autour de 7%. C'est excessif, cela est vrai. Et il y a véritablement un travail un peu plus global à faire là-dessus. Mais un peu plus tôt, je voudrais saluer l'analyse de M. Foli-Ananou sur la situation économique. Et là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est que la structuration de notre économie est peut-être la raison qui peut expliquer les difficultés dont on parle ici. Nous avons une économie qui a une base très large dans le primaire, donc qui ne génère pas assez de richesse. Et parce qu'il y a cette faiblesse de richesse, tout le système est impacté.
Et l'effet balancier dont on parlait, on augmente le salaire et mécaniquement, il y a les charges connexes qui vont augmenter. Tous ces éléments-là sont corrélés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en tout cas, l'axe ou le choix du gouvernement, c'est d'aller vers d'abord une industrialisation, parce qu'en fait, créer plus de richesses en rajoutant de la valeur à nos matières premières pourrait permettre d'augmenter nos richesses. Mais pour accompagner cela, le gouvernement met en place progressivement un système de sécurité sociale. Dans le domaine de la santé, on avait commencé avec l'INAM, on est allé sur School Assure dans les établissements primaires, mais petit à petit, il y a des mécanismes qui vont être agrégés autour de l'assurance maladie universelle dont l'avant-projet de loi a été adopté hier d'ailleurs en Conseil des ministres. Il y a aussi l'emphase qui a été mise sur l'agriculture. Pendant longtemps, nous sommes restés sur des parcelles éclatées. Donc l'idée maintenant, c'est de remembrer ces parcelles-là, d'avoir des parcelles plus larges et de favoriser la constitution de groupes autour de coopératives, autour d'agropoles, pour que nous puissions produire plus. Moi, il me semble que si nous arrivons à produire un peu plus de richesse, mécaniquement, nous pouvons solutionner un certain nombre de problèmes que nous avons. Il y a des produits que nous continuons à importer. Et ces importations-là grèvent aussi le portefeuille ou le panier de la ménagère. Donc, l'idée, c'est d'aller vers ces solutions-là. Et moi, et ça, c'est vraiment une conviction personnelle, peut-être qu'il nous faut revenir aux fondamentaux. Aujourd'hui, vous avez des concitoyens ou des compatriotes qui ont de grands terrains, mais qui n'ont par exemple pas de potager chez eux à la maison, alors qu'ils ont l'espace pour faire. On va me dire qu'ils n'ont pas le temps, etc. Si on place là sur un passe-temps, vous imaginez si vous produisez vos légumes, ce que ça vous rapporte comme gain immédiat. Donc, il y a peut-être une adaptation à faire, mais la base, ce serait la création de plus de richesses. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je comprends en fait à travers vos propos qu'il y a aussi un travail à faire sur la mentalité, le regard qu'on a sur l'agriculture en fait. Alors, moi j'ai une question en fait pour Monsieur Ayoadan. Tout à l'heure, Monsieur Folli-Annan nous expliquait que le SMIC ne peut pas tout expliquer. Mais j'aimerais savoir s'il y a, je ne sais pas trop, un travail qui est prévu pour combler un peu le vide concernant le salaire moyen, le SMIC, etc. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est par rapport à l'immobilier. Je vois que c'est un sujet qui revient de plus en plus depuis un moment. J'aimerais savoir s'il y a des décisions, des actions qui sont déjà prévues par le gouvernement pour, disons, apaiser un peu aussi bien les propriétaires que les locataires au Togo. Alors, sur le SMIC, les discussions sont en cours. En tout cas, il y a des discussions. Et comme le disait M. Ananou tout à l'heure, effectivement, c'est le dialogue social qui est la clé pour une revalorisation du SMIC. L'État ne peut pas unilatéralement décider de l'augmentation du SMIC, étant entendu que l'État paye ses salaires à ses fonctionnaires. Donc là-dessus, l'État a la main. Mais au niveau du SMIC, c'est véritablement des discussions avec les partenaires sociaux. Et il y a un cadre, le Conseil national du dialogue social, qui est créé spécifiquement pour ces questions-là, et des discussions sont en cours. Mais moi, il me semble que sur les métiers dans le primaire, on en a beaucoup trop. C'est la raison pour laquelle on a des difficultés à avoir des salaires un peu plus élevés. Et il faut espérer effectivement que la conjoncture économique aidant, nous puissions avancer dans ces discussions. Mais relativement à l'immobilier, est en tout cas la situation immobilière au Togo est une situation, je voudrais dire, mais intenable.
cette situation, elle est clairement intenable. Nos compatriotes sont pris à la gorge par les loyers, les cautions, les garanties et même la spéculation sur les terrains est à la limite inadmissible. On me dira qu'il y a la liberté de commerce, mais aujourd'hui, cette situation, elle est simplement intenable. Alors, le gouvernement avait déjà pris un acte par le biais de l'OTR pour déterminer la valorisation des terrains sur toute l'étendue du territoire. Il y a un document qui est disponible comme cela. Mais personne ne respecte ces tarifs qui sont fixés. C'est véritablement la loi de l'offre et de la demande et la surenchère n'est pas très loin. Sur le locatif, il y a un projet. Il y a un projet qui a d'ailleurs déjà été discuté en Conseil des ministres relativement à un plafonnement des cautions et des garanties. Il y a eu une première discussion, mais le projet n'a pas encore abouti parce que, justement, il y a toute une étude qui est en train d'être réalisée à nouveau pour déterminer, région par région, les besoins. Parce qu'on peut plafonner à Lomé à 3 mois ou à 2 mois, mais lorsque vous êtes à Morétan, dans l'Est mono, il n'est pas sûr que 2 mois de caution soit la règle. Parce que là-bas, par exemple, la pratique peut être 1 mois. Donc, on est en train de faire un benchmarking sur toute l'étendue du territoire pour identifier les régions et proposer un texte qui réponde aux réalités du pays. Mais là-dessus, le travail est véritablement avancé parce qu'on en a déjà discuté en Conseil des ministres et très prochainement, il y aura un décret dans ce sens-là. Donc, après, on ne peut pas lutter contre la spéculation. Enfin, si, on peut lutter contre la spéculation, mais la loi de l'offre et de la demande restera la règle. Hein. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. En tout cas, j'espère vivement que tous les acteurs pourront respecter la décision que vous allez mettre sur la place publique, disons ça comme ça, parce que je pense que c'est la grosse difficulté aussi derrière. Je pense qu'on tend vers la fin de cet épisode. Je vais aller directement vers le cher Folie Ananou pour qu'il nous partage en quelques minutes, donc en 2-3 minutes, je ne sais pas trop les recommandations ou les suggestions qu'il pourrait faire en fait pour aller dans le sens de l'amélioration de la vie des Togolais. Déjà, remercie encore à Edem pour cette initiative qui nous permet en tout cas de partager nos brins d'idées avec nos frères et nos sœurs. Alors, sur la question du coût de la vie à Lomé, je n'ai pas forcément des recommandations à faire parce que je suis un peu ce qui se fait, c'est pas loin de ce qui se fait ailleurs. Donc, je pense que ce qui se fait à Lomé est très bien. Et moi, j'encourage surtout les autorités à poursuivre dans ce sens. Mon invitation, ça va s'adresser surtout aux entreprises, éventuellement aux entrepreneurs, ceux qui aspirent à créer des entreprises, d'intégrer en fait la nécessité d'avoir des dialogues avec leurs employés et de déterminer de façon consensuelle en fait. Consensuel, c'est trop dire, mais de trouver des compromis quant au juste prix à payer en fait à leurs différents staffs. Parce que l'État paye aussi des salariés et donc l'État ne peut pas se permettre d'augmenter et de diminuer le SMIC à son bon vouloir. Et je suppose que l'État, en tout cas à travers le ministre de la fonction publique, trouve le moyen à son niveau de trouver la bonne rémunération pour son staff. C'est pour ça que beaucoup de gens, notamment dans des pays comme le nôtre, préfèrent travailler dans l'administration publique. Donc, moi, mon invitation, c'est à l'endroit de tous ceux qui sont entrepreneurs, tous ceux qui sont gestionnaires d'entreprises, au personnel, enfin, ceux qui s'occupent des ressources humaines, de repenser la façon dont ils gèrent leur staff, d'organiser de temps en temps
des dialogues avec eux pour comprendre leurs difficultés et de trouver, sur la base de leur propre situation financière, une façon de mieux les rémunérer. Parce qu'un employé qui est content à cause de son salaire, c'est un employé qui sera productif. Or, aujourd'hui, peut-être ce qui se passe à Lomé, c'est que les gens ne sont pas forcément satisfaits de leur salaire et donc ils donnent le minimum syndical à leur poste tout en pensant à comment joindre les deux bouts. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à l'avantage de l'entreprise. Donc, voilà, ça va être mon mot et mon invitation aux entreprises. Merci beaucoup, Folie. On va vers Marthe. On va lui laisser quelques petites minutes pour qu'il nous partage un peu ses suggestions, ses remarques, ses recommandations. Merci Eden, merci Folie. Mais Folie, toi, tu es économiste et moi, je suis employé, donc je dirais, si l'État peut augmenter les salaires, tant mieux pour nous, quoi. Même si c'est pour rire, bon, il y a beaucoup de conjonctions. Mais je crois aussi qu'il y a quelque chose, et je vais finir là-dessus, qu'on ne voit pas et qui ne contribue à la cherté de la vie. Le secteur privé, en termes de salaire et de garantie d'emploi, fait n'importe quoi, ce qui impacte quand même énormément la tranche de personnes qui ne travaillent pas dans le secteur privé. Le truc, c'est que le salaire n'est pas forcément bon, même dans le privé, mais et quand le salaire n'est pas bon, quand l'employé n'est pas épanoui et que le salaire justement constitue une épée de Damoclès sur la tête des employés dans le privé, c'est normal qu'un peu ils ne puissent pas avoir d'épanouissement, mais qu'à côté il y ait une certaine précarité de la vie. Et donc voilà, moi ce que je suggérerais au professeur, qui est l'oreille du gouvernement un peu dans cette rencontre, c'est de vraiment régulariser le secteur privé, de jeter un coup d'œil dans ce que fait le secteur privé. Je sais que ce n'est pas tout de suite dit comme ça, c'est idéaliste, mais de vraiment jeter un coup d'œil dans ce que fait le secteur privé et peut-être de renforcer les dispositifs qui protègent les employés, surtout dans un secteur comme le privé. Parce que à chaque fois qu'il y aura des dérives et des salaires qui ne seront pas à la hauteur, avec tout le temps la menace de se retrouver sans emploi dans un secteur où il y a beaucoup d'abus, des abus d'abord sur la question de licenciement. Et aujourd'hui même, je voyais sur Twitter une lettre de licenciement dans laquelle un internaute m'a tagué, où on disait à une femme, oui, vu votre état de santé lié à votre maternité, vous ne pouvez pas continuer le poste. Ça m'a fait un peu rire. Voilà, je crois que ce que je peux suggérer pour moi serait que l'État vraiment entre en discussion avec le patronat et mettre des dispositions réglementaires pour pouvoir encadrer justement tout ce qui se passe dans le privé. Et également sceller, entre guillemets, les salaires sur la base de la convention interprofessionnelle. Ah oui, cette convention interprofessionnelle qui fixe les salaires et dont les niveaux ne sont pas du tout forcément reluisants. Donc l'État entre en discussion avec le patronat, discute des salaires, discute de l'apport, ou du moins de ce que le patronat peut faire pour améliorer déjà de manière générale les conditions de vie de ses employés. Et ça impacterait parce que de meilleurs salaires feront mieux face à la discussion que de salaires faibles et qui ne tombent pas régulièrement. Voilà sur quoi je clôture mes propos. Merci beaucoup, Marthe. Je pense qu'on va aller vers M. Ayoadan pour ces derniers mots, mais je vais en profiter pour glisser une petite question rapide et je pense qu'il pourra nous éclairer là-dessus parce que tantôt, M. Ayoadan, vous avez parlé du système de sécurité sociale qui pourrait justement être étendu et donc ce serait très utile pour les Togolais. Mais j'aimerais savoir
si l'informel serait concerné par ce système finalement. Est-ce que ça va toucher également l'informel? Comment est-ce que vous pouvez les rejoindre du coup concrètement? Est-ce qu'il y a un plan qui est prévu là-dessus? Et voilà. Et donc, vous pouvez ajouter votre mot de fin et puis on pourra clore le débat. Merci. Très bien, merci beaucoup. Vous me permettez de revenir sur la loi sur l'assurance maladie universelle qui vient agréger tous les systèmes de sécurité sociale existants. Et effectivement, dans ce texte, les personnes qui travaillent dans l'informel seront prises en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons implémenter un système qui ne laisse aucun Togolais sur le bord de la route. Parce que c'est le rôle de l'État aussi d'assurer la sécurité de ses citoyens. Et ici, c'est la santé qui est la clé. Alors, comment est-ce que les personnes qui sont dans l'informel, les personnes qui sont indigentes seront prises en compte? Tout simplement par un système de mutualisation des risques et de solidarité. Évidemment, dans une première phase de mise en mouvement de ce texte, il s'agira d'abord d'un premier panier de soins, les soins les plus ordinaires, les plus urgents, on va dire. Ces soins-là seront pris en charge jusqu'à un certain niveau. Le temps que le système fasse sa vie, se bonifie, s'améliore pour que progressivement on aille plus loin dans la prise en charge des personnes qui n'ont pas les moyens de cotiser. Parce qu'effectivement, le système ne marchera que si il y a des cotisations et que l'État abonde la cagnotte. Donc, les personnes qui sont dans l'informel sont concernées également par ce système. Relativement au secteur privé, le secteur privé est un acteur majeur de notre économie et l'État conserve, je le disais, une relation forte avec le secteur privé. Mais ne perdons pas de vue un élément. Nous parlons ici de la relation entre l'État et le secteur privé, mais en fait, il nous faut établir un triangle, donc une relation tripartite. Il y a l'État, il y a le secteur privé, il y a les employés dans cette discussion. Et les employés ont des leviers pour ouvrir la discussion avec le secteur privé. L'État vient évidemment en appui parce que c'est l'État qui assure la réglementation et l'État veille à ce que la paix sociale soit garantie. Tous les leviers qui permettent de garantir la paix sociale seront actionnés ou sont actionnés. Donc, le challenge pour nous, c'est de faire en sorte que nous allions vers une véritable inclusion sociale. Et ça passe évidemment par des citoyens qui sont heureux d'aller à leur boulot et qui se sentent en sécurité dans leur boulot. C'est très important. La culture vers laquelle nous devons aller, ce n'est pas la culture de la richesse comptable. Il me semble que la première richesse, c'est la ressource humaine. Et si nous arrivons à aller vers cette culture, je crois que nous pourrions dénouer les différents goulots d'étranglement dont nous avons parlé plus loin, notamment les salaires qui sont bas ou les difficultés d'accès à certaines commodités ou à certains services. Donc, le dialogue social est la clé. L'État, en garant, peut taper du poing sur la table quand cela s'avère nécessaire, mais c'est le dialogue qui sera privilégié, il me semble. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous trois. Merci pour le temps que vous avez consacré à ce partage, à cet épisode podcast. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Je mettrai toute la description qu'il faut dans la description du podcast, bien évidemment. S'il y en a qui ont des questions également, ce sera avec plaisir qu'on pourra y répondre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour le temps. Merci, Folie Ananou. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ananou. Merci, Marthe Faré. Merci, Monsieur Betoglo. Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as aimé justement l'échange entre le ministre Akoda Iwadan, Folie Ananou, qui est économiste, et l'activiste social Marthe Faré. Alors, moi, je ne vais pas reprendre tous les points comme je le fais souvent dans les autres épisodes. Si tu es un habitué, tu
tu as probablement une idée de comment je procède généralement. Mais là, en fait, j'aimerais en fait que tu te poses aussi des questions. J'aimerais que tu prennes un peu de recul. Voilà, en tant que citoyen togolais, euh, si on décide d'augmenter les salaires concrètement, est-ce que tu penses que les entreprises pourront suivre? Si on décide d'augmenter le SMIC, partons du principe qu'on quitte de 35 000 francs à 50 000 francs pour le SMIC, il faudra donc aussi que le salaire moyen qui est dans les 70 000, 75 000 ans actuellement au Togo puisse évoluer et ainsi de suite. Est-ce que les entreprises sont capables de suivre? Parce que cela obligerait quelque part le gouvernement à financer ou à accompagner les entreprises dans cette démarche. Donc, je pense que le ministre l'a dit très bien, il y a un travail à faire pour permettre aux Togolais ou aux citoyens togolais de pouvoir faire face à cette crise-là. Le travail est en cours. On espère qu'il y aura d'autres décisions, d'autres actions qui seront mises sur le tapis, bien évidemment, pour permettre aux Togolais de pouvoir s'en sortir. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut mentionner, c'est-à-dire qu'en fait, le salaire est au cœur de beaucoup de choses en fait au Togo. Donc, on a aussi parlé de la protection des employés, etc. On voit combien de fois justement les employeurs parfois ne respectent pas malheureusement les droits des employés. Et au Togo, malheureusement, le problème qui se pose, c'est qu'en fait, beaucoup d'employeurs se disent, si toi tu es employé chez moi et que tu as un boulot, c'est une grâce, c'est une chance pour toi. Donc tu dois faire comme je veux en fait, faire ce que je dis, sinon, si tu es viré, tu auras du mal à retrouver du boulot. En fait, c'est une réalité, trouver du boulot au Togo, c'est pas facile. Et donc, je pense que comme le ministre l'a dit, on doit aller vraiment vers une inclusion sociale. Il y a un gros travail à faire pour permettre justement aux employeurs de respecter leurs paroles, de ne pas bafouer les droits des employés. Il faudrait aussi sensibiliser les employés sur la présence et le travail de l'inspection du travail. Ça, je pense d'ailleurs que peut-être que je devrais faire un épisode là-dessus, inviter une personne de l'inspection du travail pour voir concrètement comment les choses avancent. On a vu comment ça s'est passé avec Amina, par exemple. Donc, voilà, il y a un travail de sensibilisation peut-être à faire aussi dans ce sens-là pour permettre aux employeurs de réclamer leurs droits. C'est très important. On va aussi parler de l'assurance maladie. Moi, je vais plutôt parler du fait qu'il est important de faire un travail de fond dans le secteur de la santé. Il faut un système de santé robuste en fait. Sans cela, on aura du mal même à appliquer l'assurance maladie universelle. On est d'accord. Donc, on a vu tout ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec cette jeune femme togolaise qui est décédée malheureusement dans un hôpital à Lomé. Et donc, on se rend compte qu'au-delà de l'accueil, au-delà du travail aussi du personnel de santé, on ne peut pas fustiger seulement le personnel de santé. Je pense qu'il est important de retravailler notre système de santé, tout simplement au Togo. Donc, de faire un état des lieux. Moi, j'ai toujours dit qu'il est important de faire une analyse des besoins du terrain. Donc, s'il faut aller sur le terrain, discuter avec le personnel de santé, discuter avec les citoyens, donc faire une sorte de consultation publique s'il le faut, etc. Et voir un peu avec les syndicats, le Synfort, etc. pour voir ce qui peut être fait. Et maintenant, en fait, lancer une stratégie en cours, tout simplement. Une stratégie dans laquelle, justement, sera soluble le système d'assurance maladie universelle. Donc, je me rends compte qu'il y a un travail de fond à faire, tu vois. Et ce travail de fond doit aller aussi de pair avec l'importance du matériel dans les hôpitaux. Donc, lorsqu'on parle des brancards, lorsqu'on parle des lits dans les urgences, dans le département d'urgence, etc., dans le service d'urgence, excusez-moi, ou lorsqu'on parle encore des scanners, etc. Donc, avant d'avoir justement un hôpital digne de ce nom, on doit pouvoir équiper cet hôpital aussi bien en ressources humaines qu'en ressources matérielles. Donc, il y a un gros travail à faire et je pense que le ministre l'a dit qu'il est important d'aller vers une inclusion sociale. Et donc, la richesse comptable, c'est bien, mais
il y a quand même une richesse plus importante. C'est pour moi, de mon point de vue, une richesse sociale en quelque sorte. Donc, j'espère vivement que à partir de tout ce qu'on a dit dans cet épisode podcast, il y aura de belles décisions qui vont s'en venir. Je remercie vivement aussi le ministre de nous avoir partagé toutes les actions du gouvernement et les objectifs vers lesquels justement on tend. Je demanderai aussi à tous les acteurs qui peuvent aider dans cette inclusion sociale de jouer leur rôle. Je sais qu'il y a un gros débat sur Twitter sur le système de santé, etc. Et je pense qu'il serait intéressant d'avoir une implication encore plus accrue aussi pas du gouvernement en tant qu'appareil politique, mais aussi c'est pas trop des acteurs même qui incarnent le gouvernement, peut-être investir plus en fait dans le système de santé ou même créer une cagnotte et se dire ok d'accord, on va prélever 1% du salaire de chaque ministre ou de chaque député qu'on va mettre dans une cagnotte. Je dis n'importe quoi, c'est une suggestion, mais je pense qu'il y a peut-être un travail à faire pour peut-être pousser les citoyens togolais à se dire ah oui, je vois que les gouvernants se sentent concernés par ce que nous vivons. Voilà. Donc, j'espère vivement que voilà, cet épisode t'a été utile. J'espère aussi que tu pourras sensibiliser les uns les autres là-dessus. J'espère que tu pourras partager aussi le lien à tes amis parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir en discuter. Si tu as des suggestions, parle-en dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je pourrai relayer tout ça. Et reste connecté, abonne-toi à toutes les plateformes ou à une des plateformes qui te conviendrait le mieux parce que la saison 1 va recontinuer tantôt avec l'épisode 26, 27, 27 je pense, et donc il nous reste juste 3 ou 4 épisodes et puis je pense qu'on va pouvoir boucler la boucle. On va s'arrêter à 30 ou en 32 au plus donc et puis on pourra aller vers la saison 2 avec des débats pareils justement sur des sujets de société qui concerne le Togo, qui concerne d'autres pays africains, mais surtout le Togo, mais qui concerne l'Afrique en général. Donc, j'espère vivement qu'on pourra s'enrichir ainsi et qu'on pourra se sensibiliser à tout de rôle en mode feedback. Tu es très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir, j'aimerais que tu comprennes quelque chose de très important. Une seule phrase. Je dédie cette phrase aussi bien aux gouvernants qu'aux citoyens. La vie a un début, une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Alors, j'aimerais que tu en fasses quelque chose d'utile et d'agréable. J'aimerais que tu puisses faire le bien autour de toi parce que lorsque tu fais le bien, ça te revient. Et prenons la peine de toujours nous interroger sur si j'étais à la place de l'autre, est-ce que j'aurais pu faire plus ou pas? C'est très important aussi de se mettre à la place de l'autre et de se dire ah, je comprends pourquoi l'autre souffre autant, je comprends à quel point il pourrait souffrir. Je pense qu'il est important de faire quelque chose pour aider cette personne-là. Donc, il est important de s'aider mutuellement au Togo pour pouvoir aller vers quelque chose de plus potable, donc vers une inclusion sociale. Allez, je te laisse. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode tantôt. C'est Edem Betoglo et c'est l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.